Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément. Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, il y a des rendez-vous au micro de Parlez-moi d'IA. Et les résultats du baromètre de l'Observatoire Data Publica, qui interroge à la fois les collectivités et les Français sur leur rapport à la data et à l'IA, font partie de ces rendez-vous annuels. Et encore une fois, cette année, certains résultats sont très surprenants et intéressants à regarder à la loupe. Alors accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique et politique. Cause commune, 93.1 FM. Et vous êtes bien sur Cause Commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web cause-commune au singulier.fm, sur son app mobile Android ou iPhone, également sur la bande FM 93.1 à Paris et le DAB+, pour toute la France, et votre plateforme de podcast préférée. Merci, monsieur Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté et de nous construire de si beaux outils pour le faire. Chers auditorices, nous n'avançons que grâce à vous et votre grand pouvoir, celui de liker, celui de nous aider, de partager un peu plus loin encore. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et partageant notre émission. Nous adorons aussi lire vos commentaires, c'est notre seule récompense, et ça nous fait connaître parce que ça manipule les algorithmes. Et C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA. vous avez été très nombreux à écouter et à réagir aux différents témoignages des collectivités territoriales engagées dans une démarche IA, et nous vous en remercions. Quoi de mieux pour continuer de décrypter les perceptions, les usages, les attentes et les projets des collectivités territoriales que le baromètre annuel Data Publica. En plus, le recul des années précédentes, ça nous permet de voir mieux et de voir plus loin, de déceler, d'analyser les tendances, voire même d'anticiper certaines problématiques sociétales qui vont nous arriver dessus, qui vont arriver. Pour nous aider à décrypter ce baromètre 2025, nous accueillons le nouveau président de l'Observatoire Data Publica, fin connaisseur et expert des politiques publiques, des réglementations et des pratiques de la data et de l'IA. Bonjour Simon Chignard. Bonjour Jean-Philippe. Alors Simon, merci au Rennais que vous êtes d'être avec nous en studio à Paris. Parlez-moi d'IA, Simon, et commençons par un rappel finalement de ce qu'est Data Publica, de vos dernières productions, autour des cahiers peut-être, et puis on abordera ensuite les résultats du baromètre 2025. Merci Jean-Philippe. Alors, l'Observatoire Data Publica, c'est une organisation à but non lucratif qui, en gros, essaye d'alimenter le débat et la connaissance en France sur les pratiques des collectivités, des acteurs publics locaux, en matière de données et d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est notre objectif. Et puis, pour faire cette mission, on est notamment soutenu par la Banque des Territoires. Et parmi nos activités, il y a donc ce baromètre dont on va parler, je crois, plus longuement. C'est bien le sujet du jour. Mais il y a bien aussi des cahiers. Voilà. Donc le dernier cahier qu'on a publié s'intéresse précisément à ce sujet de l'IA territoriale. Alors ça, c'est Data Publica, mais il y a aussi vous, du coup, en studio. Vous êtes expert, bien connu de ces questions, mais peut-être on va pouvoir aussi, vous allez pouvoir vous présenter aussi en quelques mots quand même pour que les auditeurs fassent mieux connaissance avec vous. Quel est votre parcours? Quelles sont vos activités aujourd'hui autour de la data et de l'IA? Voilà, pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. J'ai envie de dire, je suis tombé dans la marmite de la data, non pas tout petit, parce que j'ai quelques années au compteur, mais il y a au moins 15 ans, puisque ça n'a pas été dit en introduction, mais je suis rennais et vous savez peut-être que Rennes, la capitale bretonne, était aussi pendant longtemps l'une des villes à s'impliquer, en tout cas l'une des premières à s'impliquer sur ces sujets d'ouverture des données et d'open data. Voilà. Donc moi, je suis rentré sur ces sujets de data par l'open data en 2010. Et puis après, j'ai poursuivi dans d'autres rôles, puisque j'ai eu le plaisir de rejoindre la mission Etalab et la direction interministérielle du numérique, avant que ça s'appelle la DINUM d'ailleurs, à l'invitation d'Henri Verdier. Et donc j'y ai passé quelques belles années entre 2014 et 2021. Et puis depuis, je me suis remis sur ces activités de données et d'IA à titre
professionnel en tant qu'indépendant. Et vous aidez du coup les collectivités et les associations de collectivités à mieux comprendre en fait le phénomène. Alors, on va effectivement parler du baromètre. Moi, je vous propose qu'on évacue une petite question méthodologique tout de suite sur le baromètre. Alors, le baromètre en tant que tel, c'est 2 études. Oui. C'est une étude sur les collectivités avec des répondants de collectivités et une étude sur les Français avec des Français qui répondent à un sondage Ipsos BVA. En ce qui concerne les collectivités, vous avez eu combien de répondants cette année et de quel type? Alors cette année, on a eu 300, un petit peu moins de 300 répondants. C'est un tout petit peu plus que l'an dernier. Donc, comme vous l'avez mentionné, un baromètre, par définition, ça mesure quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, c'est intéressant aussi de pouvoir poser des questions identiques d'une année sur l'autre. On a 300 répondants, donc. Ça va de la plus petite commune de 1500 habitants à la région la plus peuplée de France. Donc c'est assez divers, c'est vrai, dans les profils de répondants, avec peut-être un fait marquant cette année autour d'une très belle participation des régions françaises, puisqu'on les a quasiment toutes sauf une, et puis des métropoles françaises, oui, aussi. Et du coup, ceux qui répondent à ce sondage, est-ce qu'on peut se dire que c'est finalement ceux qui sont proches des thématiques data ou qui sont un peu sensibilisés déjà data et IA pour que les réponses qu'on va évoquer juste après, on comprenne bien quand même qu'elles sont dans un contexte de connaissance. Tout à fait. En fait, il y a plusieurs résultats qu'on a présentés en retirant les plus petites communes, en fait, les communes de moins de 3500 habitants. Alors que même, il y a une grande partie il y a une partie non négligeable des Français qui habitent dans ces communes de moins de 3500 habitants. Mais c'est vrai, peut-être que sur celle-là, les répondants n'ont pas exactement le même profil que le profil général. Donc voilà, il y a un certain nombre de résultats qu'on va discuter qui sont présentés hors commune de moins de 3500 habitants. C'est moins signifiant parce que finalement, vous n'avez pas réussi à avoir les 36 000 alors que pour les régions, oui, ou d'autres types Petit point intéressant, effectivement, de méthode. Merci de poser la question, Jean-Philippe. On réalise l'enquête chaque année. Alors, elle est réalisée un petit peu avant l'été, pendant quelques mois. Et je vous avoue que jusqu'au dernier jour de mise en ligne de l'enquête, on a toujours cette inquiétude de se dire est-ce qu'on aura autant de répondants que l'an dernier. Voilà. Donc, on était très contents cette année de voir. Pour l'instant, on en a 300. Je crois que ça a fait de cette enquête l'une des plus larges et l'une des plus précises sur ce sujet-là. Mais peut-être, qui sait, dans 10 ans, on aura 3 000, 10 000, 30 000 répondants. Je ne sais pas s'il faut nous le souhaiter, parce que c'est quand même plus de boulot à analyser aussi, mais ça pourrait être la cible. Et quasiment toutes les métropoles, toutes les régions, du coup, qui répondent à cette étude. Tout à fait. Alors, historiquement, l'étude, elle a 4 ans, c'est le 4e baromètre. Oui. Historiquement, elle était très centrée data. Vous y avez rajouté depuis l'an dernier la dimension IA. Je vous propose qu'on commence quand même par la data. C'est l'historique de l'étape. Parfait. Et donc, c'est quand même ça la question première qui avait été posée sur le baromètre. Est-ce qu'il y a des évolutions marquantes du point de vue de l'usage de la data parmi les collectivités locales répondantes dans l'édition 2025 ? Alors, il y a des confirmations et puis il y a quelques surprises. En matière de confirmation, déjà, et on l'avait déjà mesuré l'année précédente, finalement, il y a assez peu de domaines dans ce que fait une collectivité qui échappe complètement à la donnée. Il y a des sujets un peu classiques qu'on voit souvent, la gestion de l'énergie, des transports, des déchets. Mais on voit de plus en plus de projets aussi sur des questions d'éducation, sur des questions d'action sociale qui longtemps sont restées hors de ces champs de la data. Donc là, j'allais dire, confirmation, il n'y a plus grand-chose qui échappe vraiment aujourd'hui à l'usage des données. Par contre, une surprise, et c'est tout l'intérêt de poser des questions régulièrement comme ça chaque année auprès des collectivités, c'est les évolutions. Par exemple, on s'est intéressé cette année à essayer de comparer entre 2022 et 2025, quelles sont les collectivités qui ont le type de collectivités qui ont le plus progressé dans l'usage des données. Finalement, il y a 3 ans, les métropoles, les régions, les départements peut-être dans une moindre mesure, mais
tout ça, c'est des échelons qui faisaient déjà des choses avec de la donnée. Par contre, l'évolution majeure, elle est venue du côté des communes et a fortiori des plus petites communes. Donc là, on voit bien que vraiment, on voit une généralisation ou en tout cas que réaliser un projet data, peut-être il y a quelques années, ça paraissait compliqué si je suis une commune de quelques milliers d'habitants. Aujourd'hui, on voit des réalisations. Alors, bien sûr, ce sera peut-être des réalisations précises, pas des... Oui. Pas des tableaux de bord énormes, mais déjà des choses qui peuvent faire... À leur échelle. À leur échelle, exactement. Et puis, on leur avait posé aussi la question, alors, est-ce que c'est une question inédite sur leur auto-évaluation de leur maturité ? Oui, alors en fait, c'est la première fois qu'on le pose, effectivement, parce que ça nous intéressait un peu. En fait, on a, dans cette enquête, on a plein d'indicateurs de maturité. On a le niveau d'acculturation, on leur demande leur organisation, comment vous êtes organisé, est-ce qu'il y a un service data ou pas chez vous, voilà, on leur pose plein de questions comme ça. Et cette année, on s'est dit, tiens, ce serait quand même intéressant qu'ils nous disent comment on se compare, quoi, comment on se sent, voilà. Est-ce qu'on dirait que chez nous, on est très avancé, qu'en gros, on met de la data un peu partout, au service de toutes les politiques publiques. Alors, est-ce que les grenouilles se voient comme des bœufs ? Alors, ça, je ne sais pas si les grenouilles se voient comme des bœufs, mais on voit qu'effectivement... Alors, non, finalement, non, parce que la part de celles qui se disent très avancées, elle est assez faible. Ouais. Par contre, il y en a, je crois, plus d'une sur deux qui dit le chemin, il est encore long, quoi. Ouais. Donc, ils sont assez conscients que c'est un chemin difficile et long et qu'il va falloir faire des efforts pour y arriver, mais ça veut dire quand même qu'ils se mettent sur le chemin. Exactement. Et elles s'en servent pourquoi, du coup, la data, les collectivités elles utilisent la data comment, en fait ? On voit plein de types de projets différents, mais je pense qu'il y a, notamment dans les grands déclencheurs, il y a d'abord de mieux connaître leur territoire, leur population, les entreprises, les associations de leur territoire. Au sein de la collectivité, finalement, qui est-ce qui se mobilise ? Parce qu'au début, c'était beaucoup les techniciens. Est-ce que ça change, ça, dans le temps ? Ouais, c'est aussi l'une des... Peut-être des surprises ou des confirmations, mais de l'année 2025, c'est que finalement, dans les collectivités, ça reste un sujet qui est porté, j'allais dire, par un duo ou un trio, quoi. Le duo, c'est le service informatique, voilà, on appelle ça DSI, DSIN, comme vous voulez, le service plutôt de ceux qui gèrent de l'information géographique, et puis un service data quand il existe, mais bien sûr, il n'existe pas partout. Par contre, la nouveauté, c'est on a reposé une question qu'on avait posée il y a quelques années, qui était de savoir dans quelle mesure les directions générales, les directeurs généraux, les directrices générales dans les collectivités, comment ils s'impliquent ou pas sur ce sujet data. Et là, on a mesuré que cette année, 3/4 des collectivités qui nous ont répondu disent « oui, la direction générale, elle est impliquée, c'était qu'une sur deux il y a quelques années ». Ah oui, grosse progression. Ouais, c'est une vraie progression et je pense que ça marque aussi le fait que, quand j'en discute, moi, avec des directeurs généraux, ils disent... En fait, ces dernières années, il y a 2 sujets qui sont remontés sur notre bureau, qui ne remontaient pas. Il y a l'énergie et il y a le numérique et la data. Puis maintenant, l'IA, on en reparlera aussi. L'énergie, parce que ça nous coûte de plus en plus cher et que c'est un gros sujet, c'est un sujet aussi de transition écologique. Mais le numérique aussi, parce qu'on se rend bien compte, et la data, que finalement, c'est difficile de ne pas s'intéresser à ce sujet-là. Et vous avez aussi essayé de comprendre quels étaient les obstacles pour eux à la progression dans la démarche data. Donc on retrouve quand même les usual suspects de j'ai pas le temps et j'ai manque de compétences, mais il y a d'autres obstacles qui sont un peu apparus avec cet observatoire. Ouais, le manque de temps, le manque de compétences, le besoin de formation aussi qui ressort quand même assez fortement. Et puis quelque chose qui monte, mais là il y a sans doute un effet intelligence artificielle, c'est la question de l'accès à des données de qualité. Ouais. Voilà, et qui est vraiment perçu comme étant de plus en plus un obstacle. Et ça, c'est finalement quand on met les mains dedans qu'on s'en aperçoit. Exactement. Donc finalement, plus il y en a qui se mettent les mains dedans, plus ils s'aperçoivent que la data, c'est important, notamment pour l'IA ensuite. Oui, c'est exactement la notion de courbe d'apprentissage qu'on retrouve aussi sur la partie intelligence artificielle, quoi. Et vous avez fait une étude aussi auprès des Français, et en leur posant la question des data, notamment de leur niveau de confiance dans la gestion des données. Alors là, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport aux autres années ? Alors, il y a un phénomène qu'on constate finalement chaque année qui est vraiment, je pense, intéressant. C'est globalement dans une société qui est un peu défiante quand même de ces questions de données. Voilà, quand on leur pose la question, est-ce que c'est plutôt une bonne chose, une mauvaise chose, l'usage croissant des données, la réponse n'est pas évidente. Par contre, ce qu'ils nous disent, c'est à qui ils font confiance, les Français.
et ben, en priorité au secteur de la santé. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on pourrait se dire, c'est aussi là qu'il y a les données les plus sensibles, les plus problématiques en cas de mauvais usage ou autre. Mais d'abord, il y a ça. Et puis après, c'est au secteur public. Et à l'intérieur du secteur public, c'est au secteur public local. Et on voit bien qu'il y a un effet de proximité aussi. C'est-à-dire, en gros, pour le dire simplement, si je mets de côté les acteurs de la santé, je fais plus confiance à ma commune qu'à mon département, et je fais plus confiance à mon département, ma région, qu'à l'État. Et est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont bien informés sur tout ce qu'on fait finalement avec leurs données ? Non. Non, clairement pas. Ouais, clairement pas. On le retrouve ça aussi bien sur la partie data que sur la partie IA, un manque d'information. Et peut-être plus préoccupant, le fait que dans les objectifs que se donnent aujourd'hui les collectivités, cette question de l'information, de la transparence, elle a un peu régressé quand même ces dernières années. Oui. Alors que ça reste, on le voit encore, une vraie préoccupation, en tout cas telle qu'on la voit dans le sondage. Oui, et on se le disait en préparant l'émission, là, il y a quand même un vrai paradoxe. Il y a vraiment une clé où, d'un côté, les collectivités, finalement, s'en occupent un peu moins, et une demande qui commence à croître plus. Oui, complètement. En tout cas, cette demande de voilà, j'ai besoin d'être informé de ce que vous faites avec les données, a fortiori quand c'est des données à caractère personnel, mes données, pour faire un raccourci. Mais peut-être un peu plus globalement, oui, d'être... alors, être informé, ça ne veut pas dire être forcément rassuré, mais ça y contribue, voilà. En général, on a quand même un peu moins confiance dans les choses qu'on ne comprend pas bien ou dont on ne voit pas très bien les contours. Oui. Et on le voit avec tous les projets un petit peu de transparence via la donnée, ça va peut-être à un moment donné être un sujet politique, plus politique que ce qu'on croit aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça, d'ailleurs, on le mesurera l'an prochain, parce qu'on va s'intéresser aussi au municipal 2026 et voir comment ces sujets-là vont être traités dans les campagnes des candidats et puis peut-être des élus aussi. Autre paradoxe, quand on regarde les chiffres, moi j'ai bien aimé celui-là, 50% des collectivités disent avoir une stratégie sur la data, et en même temps, vous l'avez dit, 50% se disent encore vraiment loin au niveau du chemin encore à parcourir. C'est quand même fou, c'est-à-dire que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de grenouilles qui se prennent pour des bœufs là. C'est plutôt non, je pense qu'il y a beaucoup de pragmatisme en fait dans les résultats. C'est-à-dire qu'on peut avoir, alors quand on dit une stratégie, faut bien préciser dans la question, on leur disait aussi, une stratégie, ça peut être un document qu'on fait voter, adopter, qui passe au conseil municipal ou autre. Ok, ça existe, mais c'est quand même pas le cas le plus courant. Ça peut être un document interne qui fixe des grandes lignes, des grandes orientations. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que je pense qu'il y a un vrai pragmatisme, ou en tout cas une vraie idée que, ok, c'est bien, j'ai fait quelques projets data, je me suis doté d'une organisation, mais quand même, là, le chemin, avant pouvoir se déclarer soi-même très avancé, il est encore long. Et un peu dans la même veine, 61% qui pensent quand même avoir déjà un bon niveau d'acculturation, mais 70% qui pensent qu'ils devraient continuer à être formés sur tous ces sujets-là, quoi. Oui, je pense que la question de la formation, elle se traite aussi, en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le baromètre cette année, de se dire quel type de formation et surtout pour qui. C'est-à-dire que voilà, je peux être dans une collectivité où je vais dire j'ai un bon niveau d'acculturation, mais par contre, j'aimerais bien aussi que peut-être on forme mes élus ou qu'on forme des services métiers, voilà, le service de l'éducation, le service de la voirie, le service de l'espace public, voilà, tous ces gens-là. Est-ce que véritablement on leur a proposé des formations qui permettent de comprendre ce qu'ils pourraient faire avec de la donnée et voire même de comprendre pourquoi on leur demande de mettre à jour de la donnée. Ah oui, de la mettre en qualité. c'est un... C'est aussi ça, la compréhension qui est derrière. Complètement. Vous avez fait 2 focus toujours sur la data. Un premier focus sur l'open data. Et là, c'est de se dire où est-ce qu'on en est finalement. Est-ce qu'on est perdu? Est-ce qu'on est au milieu du gué? Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que c'est arrêté? Voilà. Donc là, que disent les chiffres? Alors, sur l'open data, c'est vrai que c'est une question qu'on n'avait pas posée depuis longtemps, mais cette année, on a voulu la poser un peu différemment. Parce que moi, je trouve que souvent, dans les enquêtes, l'open data, on le traite comme une obligation. Et on se dit, oh là là, il y a X% des collectivités qui remplissent cette obligation d'ouverture des données. Et là, on a posé la question un peu différemment, de 2 manières. La première, c'est quoi aujourd'hui la place de l'open data dans tout ce que vous faites en matière de données? Est-ce que c'est encore quelque chose de central? Est-ce que ça a joué le rôle d'un déclencheur? Est-ce que c'est quelque chose parmi d'autres? Voilà. Donc ça, c'était le premier angle. Et là, on voit bien, je crois qu'il y en a à peu près 1 sur 2 qui a dit
c'est pas central, voilà. On C'est pas le premier mobilise niveau, assez quoi. peu, voilà. On peut peut-être ouvrir quelques données, mais c'est pas central. Par contre, on voit par exemple dans les métropoles, c'est très clair, que elles continuent à faire de l'open data, mais elles font beaucoup d'autres choses. Donc ça a une place dans leur stratégie sans être la seule chose qu'elles font. Ça, c'est le premier angle qu'on a voulu creuser. Et un deuxième, pour le coup, qui moi me tient beaucoup à cœur, parce que pour travailler sur ces questions d'open data depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on essaye de le dire, et là, on a les chiffres pour l'appuyer. On a posé la question aux collectivités d'est-ce qu'elles utilisaient des données ouvertes dans le cadre de leur projet. Et là, oui, clairement. Voilà. Et donc, en gros, et notamment celles qu'elles utilisent, c'est des données mises à disposition par l'État et ses agences. On imagine l'IGN, on imagine plein de données comme ça, mais aussi ses propres données. Et vous savez, ça fait quand même des années qu'on dit aux collectivités, mais ouvrir, c'est pas qu'une obligation, c'est aussi une ressource, y compris pour vous-même. Là, enfin, on a les chiffres qui nous permettent d'appuyer ça. Autre focus, là aussi, qui est un peu un focus un peu paradoxe, c'est la souveraineté. C'est-à-dire grosse préoccupation finalement qui apparaît. Et en même temps, on sait bien que les usages des outils n'est pas vraiment souverain aujourd'hui. Que ce soit des outils data d'ailleurs, et puis là on va passer aussi à l'IA, mais il y a un gros sujet quand même sur une espèce de bug cognitif entre ces deux situations. L'idée de poser cette question de la souveraineté cette année, c'était de se dire, c'est quand même un sujet dont on a beaucoup débattu, il y a des tensions géopolitiques. On va continuer. Ouais. Et donc très clairement, ça valait le coup de poser la question aux collectivités, de dire, est-ce que pour vous c'est un sujet dans votre collectivité qui est connu, qui est un peu discuté, qui est déjà intégré? Et puis deuxième question, c'était de dire, mais quand c'est intégré, c'est quoi? Ça veut dire quoi dans vos critères? Voilà. Et là, on voit quelques effets intéressants. La conformité au RGPD, ça c'est acquis, c'est quelque chose d'assez fort. Et puis juste après, c'est la localisation des données en France ou en Europe. Alors même que l'indépendance par rapport à des acteurs extra-européens, ça vient loin derrière dans ce qui est cité. Donc on voit que le discours sur l'idée de se dire, tiens, il faut que j'ai les données pas loin. Voilà, souveraineté parfois se traduit principalement comme ça, et puis parfois c'est un peu plus riche ou un peu plus développé. Passons à l'IA, si vous voulez bien. Le baromètre 2024 avait des prévisions particulières. Est-ce qu'elles se sont confirmées en 2025 ? Oui, l'an dernier, dans du baromètre 2024, ce qu'on avait mesuré, c'était un engouement vraiment fort pour l'intelligence artificielle de la part des collectivités, mais à la fois un engouement fort et des intentions importantes. Et en 2025, elles se sont concrétisées, ces intentions. Donc ça, c'est déjà un premier élément assez important. Et le deuxième, elles se sont concrétisées au point que dans celles qui nous ont répondu, il y en a 1 sur 2 qui a déjà expérimenté l'IA. 50%. Mais autre point aussi, je pense, qui est remarquable, c'est le niveau d'intention affiché pour l'année 2026, qui est encore plus élevé que le niveau qu'elles avaient affiché l'an dernier. On verra, je ne vais pas jouer les devins, mais on verra si ça a été bien le cas dans un an. Alors qu'est-ce qu'elles font, les collectivités, avec l'IA finalement? Elles l'utilisent comment? Là, il y a une vraie surprise cette année, parce que les 2 domaines qui progressent le plus fortement, c'est l'administration, la gestion interne, et c'est la relation aux usagers. Alors, elle continue bien sûr à utiliser l'IA pour des domaines un peu plus classiques, la mobilité, la gestion de l'énergie, de l'éclairage, de l'eau. Mais quand on regarde un peu et qu'on se dit, qu'est-ce que ça veut dire en fait utiliser de l'IA, ou quel type d'IA on utilise quand on dit qu'on fait de l'administration interne ou de la relation aux usagers? Et je pense que les auditeurs de cette émission, les auditeurs et auditrices de cette émission ne seront pas surpris. Il vous voit venir. De voir que, oui, sans doute, c'est un effet IA génératif. Je dis sans doute, mais en fait, c'est ce qu'on a effectivement mesuré. Oui, vous l'avez mesuré, le taux a cru fortement sur l'usage de l'IA générative, notamment, et là on y revient, sur les petites collectivités. Ouais. Alors ça, c'est très caractéristique, je crois. En fait, dans toutes les questions qu'on pose, on retrouve souvent un effet taille. C'est-à-dire que c'est assez logique, hein. La petite commune, elle est moins équipée, elle a peut-être moins de ressources, elle est peut-être moins mature en matière d'usage, et puis la plus grande l'est beaucoup plus. Mais là, sur cette question de l'IA générative, on voit que le fait que l'IA générative soit perçue comme facile d'accès et peu coûteuse fait que ça concerne vraiment un tout type de collectivité, quoi. La marche est moins haute, du coup. Complètement. Et il y a également, du coup, la question des consignes. Parce qu'en fait, l'IA générative, encore une fois, démocratise l'accès à l'outil. Vous avez posé la question de quelles sont les consignes que vous donnez finalement à vos agents. Et alors là, est-ce qu'il y a une surprise?
Alors, c'est la première fois qu'on pose la question. On peut pas y avoir de surprise. Et oui, il y a en tout cas un constat qui est assez étonnant. Je crois que c'est près d'1 sur 2 qui a pas de consigne, qui ne donne pas de consigne. Et ça, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on sait qu'en fait, en tout cas quand on échange avec différentes collectivités, elles nous disent que on estime que 30 à 40% des agents se connectent au moins une fois par mois à une IA type ChatGPT ou autre. Alors après, est-ce que c'est au moment de la pause déjeuner pour préparer ses prochaines vacances, ou est-ce que c'est pendant les heures de travail pour rédiger un mail ou une délibération? On ne sait pas, mais le fait est qu'il y avait un décalage entre le fait de ne pas donner de consignes, ou de cadre collectif plutôt, on pourrait dire, et le fait de voir ces usages-là. Ça nous rappelle, bien sûr, ou ça appelle bien sûr à cette idée d'IA, d'usage clandestin de l'IA, ou ce que parfois on appelle shadow IA aussi, et qui est complètement là-dedans, quoi. Et les Français, alors du coup, avec l'IA, il y a des peurs particulières qui s'expriment, il y a aussi des espoirs? Alors, c'est une situation assez contrastée concernant les perceptions des Français, parce que déjà l'an dernier, on l'avait mesuré. Aujourd'hui, quand on pose la question aux Français, en tout cas c'est ce qu'a fait Ipsos BVA pour nous, quand je vous dis IA, qu'est-ce que vous ressentez principalement? De la curiosité, de la peur, de l'inquiétude, de l'enthousiasme, de la curiosité, voilà. Finalement, les sentiments négatifs sont majoritaires. Ouais. Et donc, on voit bien qu'il y a effectivement une crainte exprimée dans la population, ou qu'en tout cas, l'engouement peut-être qu'on peut ressentir les uns les autres sur l'IA, il est aussi questionné dans la société. Et quelques espoirs quand même aussi qui s'expriment par des cas d'usage en particulier. Oui, il y a toujours beaucoup d'attentes sur l'idée de dire, voilà, l'IA va améliorer, par exemple, notre vie quotidienne, ou l'idée que l'IA puisse permettre des grandes découvertes scientifiques, ou puisse permettre derrière d'avoir des traitements, peut-être des traitements de santé un peu... Donc c'est un peu ambivalent, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une grande peur et en même temps des grandes attentes Oui. de la part des Français. Au regard de ces résultats, finalement, quelles premières actions on pourrait conseiller à des collectivités de mener quand elles se lancent comme ça dans une démarche IA? C'est un peu nos questions récurrentes ici à ce micro. Par rapport à tout ce que vous connaissez, puisque vous avez vu de ce baromètre, qu'est-ce que vous pourriez dire comme conseil? Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Je pense que c'est un conseil d'essayer de marcher sur ces 2 jambes. Alors vous allez me dire, ça marche toujours mieux, de marcher sur ces 2 jambes, mais à la fois d'avoir une démarche qui soit une vraie démarche d'expérimentation. C'est-à-dire, OK, on teste, d'accord? Et à la fois d'avoir peut-être une démarche en même temps plus de réflexion, de se dire, mais tiens, ce cas d'usage-là, qu'est-ce qu'il veut dire pour nous? Est-ce qu'il est aligné avec nos priorités politiques? Est-ce qu'il met en cause ou pas la vie privée des individus? Est-ce que c'est ça le type de service qu'on veut rendre? Et puis de se poser la question aussi pour les agents. Dans le dernier cahier de l'Observatoire Data Publica, on traite aussi de cette question de l'impact sur les métiers, le sens, est-ce que ça renforce ma qualité de vie au travail, le sens que je peux donner à mon travail. Mais c'est peut-être d'avancer sur ces 2 jambes en même temps. À la fois, j'expérimente, et je rappelle quand même qu'expérimenter, ça ne veut pas dire faire un test de concept ou un POC, quoi. Expérimenter, c'est pas chercher à réussir. Expérimenter, c'est chercher à apprendre. Et c'est toujours mieux quand on lance une expérimentation de savoir qu'est-ce qu'on veut apprendre. Voilà. Et de se dire, est-ce que ça marche ou pas, c'est une première chose. Mais d'aller au-delà de ça, voilà. Si je fais résumer des réunions par une IA générative, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, c'est qu'une toute première question. Oui. Et après, du coup, effectivement, bien communiquer sur ce qu'on attend, ce qu'on veut faire, être très transparent dans la démarche, essayer d'éviter les peurs inutiles. Oui, et ça, c'est ressenti, et c'est vraiment... c'est ce qu'on entend à la fois du côté des Français qui réclament, qui plébiscitent même, tout ce qu'on avait pu tester en matière d'IA de confiance, que ce soit des consignes claires données aux agents, que ce soit des chartes éthiques. On voit beaucoup de choses différentes qui peuvent peut-être contribuer à, en tout cas, faire en sorte que les agents et les habitants perçoivent un peu mieux cet usage de l'IA par le secteur public. Ça nous fait une très belle conclusion, parce que c'est déjà fini, ça va très vite cette émission, cher Simon. Merci beaucoup, merci d'être venu décrypter pour nous cette version 2025 du baromètre de l'Observatoire Data Publica, qu'on retrouve en description de cette émission. Merci beaucoup. Merci.
peut-être que vous reviendrez nous voir pour nous parler d'autres décryptages. Peut-être, je sais que vous êtes un expert des règles du jeu de l'IA, donc peut-être qu'on pourra vous écouter sur ces sujets. Merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Restez sur 93.1 FM, sur Cause Commune, et on se dit à bientôt.